Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouveau podcast. Parlons bise, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Arsheim, entrepreneur, investisseur immobilier, marchand de biens, entrepreneur, sportif, infirmier, etc. etc. 13e podcast. Parlons bise. On va parler un peu d'investissement, on va parler un petit peu de marchand de biens, on va parler un petit peu d'investissement immobilier, on va parler un peu de sport, on va parler un peu de location courte durée. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, location courte durée, parce que j'ai préparé ce podcast. Et on va parler de ça aussi. On va parler de ce qui s'est passé ce dernier mois, parce que le dernier podcast date du 12 avril, nous sommes le 17 mai 2024. Et oui, pendant cette période-là, je n'ai pas fait de podcast parce que de 1, il y avait 2 semaines de vacances avec 2 semaines, 3 enfants à la maison. C'était compliqué, ça braillait de partout, ça gueulait de partout. Mon lieu de tournage de podcast est ma chambre à coucher qui est mon bureau où ça toque de tous les côtés. Donc j'ai dit, je n'en fais pas. Et j'avais une semaine aussi où j'étais parti à l'anniversaire de mon ami Philippe Toralba qui fêtait ses 40 ans. Donc ça a décalé aussi d'une semaine l'enregistrement de ce nouveau podcast. Mais aujourd'hui, on va parler de tout ce qui s'est passé du coup pendant ce mois-là, que ça soit pour la nutrition, le sport, que ça soit pour le marchand de biens et que ça soit pour l'investissement immobilier. Entre-temps, j'ai tourné 2 podcasts, un avec les Gentlemen Investisseurs et un avec The Builder Podcast. Donc, je vous invite à les écouter. The Builder Podcast, ça a duré quand même 2h30. Je rentre en profondeur dans ma life, quand même, très très en profondeur. Je raconte beaucoup de choses, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller le voir. The Builder Podcast, c'est 2 personnes que j'ai rencontrées pendant ma semaine MMA. Donc très sympa, j'ai vraiment accroché, super cool, hâte de les revoir. Et j'ai aussi tourné donc, avec les Gentlemen Investisseurs, ceux qui ont organisé la semaine MMA. Là, ça dure 1 heure. Et je raconte aussi ma life, mais moins en profondeur que chez The Builder Podcast. Donc voilà, j'ai eu énormément de retours positifs, énormément. Merci beaucoup, ça vous a plu, donc c'est cool. Ça permet de connaître un peu plus le personnage pour vous. Au moins, ça fait 1 mois qu'on tourne pas que j'ai pas tourné de podcast. Au moins, on va avoir de la matière à parler et on va commencer directement par le challenge YAM Nutrition. Alors, je vais remettre dans le contexte. YAM Nutrition est une filiale de Green Bull Group. C'est Christophe Bonnefond qui gère ça, qui a créé ça avec Don Pierre Albertini. C'est une société de compléments alimentaires. Vous avez tous les liens en description en dessous de ce podcast. Vous avez 5% avec le lien Boxer 5 et vous avez tout ce qu'il faut bien pour performer, pour perdre du poids et aussi pour être en forme toute l'année sur ce site. Je n'ai jamais vu ça, les amis. Au niveau de la commande, au niveau de la logistique, je n'ai jamais vu ça. Une logistique comme ça, c'est la meilleure de France, vous me dites ce que vous voulez. J'ai commandé dimanche à 15h des compléments alimentaires, je les avais chez moi mardi matin à 11h. Je pense que s'ils pouvaient faire de l'instantané, ils y arriveraient. C'est vraiment une tuerie. Donc, en ce moment, il n'y a plus aucun, à part le Big Gam, il n'y a plus aucun... il n'y a plus aucun produit en attente, ils ont du stock de tout et vous commandez, vous êtes livré 24 heures après, donc vous n'avez pas besoin d'anticiper, etc. Ouais, il me reste plus que 5 gélules, etc. C'est vraiment le top. Donc à l'heure actuelle, donc voilà, pour vous remettre dans le contexte, Christophe avait organisé pour toutes les personnes qui faisaient un achat de plus de 150 € de compléments alimentaires, faisait partie d'un groupe WhatsApp et il organisait un challenge perte de poids. C'était le 8 janvier. J'ai participé à ce challenge. Je me suis mis en avant pour les personnes qui me suivent sur Instagram. L'investisseur boxeur, vous avez vu l'évolution où je vous parle des difficultés, où je vous montre mon poids tous les matins, je vous montre ce que je mange, etc. J'essaye d'allier du coup la vie d'entrepreneur, la vie de papa, la vie de sportif et la vie de perte de poids dans tout ça. Donc j'avais commencé le 8 janvier, ça durait 5 semaines. Moi j'ai continué encore pendant 3 semaines parce qu'après je savais pertinemment que je partais une semaine au MMA. Bon là je savais que j'allais pas trop prendre de poids, mais que je partais une semaine au ski en Autriche, après ski, resto midi et soir, et que ça allait être assez tendu. Donc moi j'ai voulu tirer.
En rentrant du ski, j'ai repris tranquillement. En me laissant le week-end en gros en me laissant le week-end assez sans trop me priver le week-end, sans faire d'excès énorme non plus, mais sans trop me priver. Donc voilà, et là on a repris fort depuis le 13 mai, nous sommes le 17 mai, on a repris fort. Le challenge numéro 2 reprend, donc c'est le maximum de perte de poids. Donc si on commence le 13 mai, le but c'est d'être au taquet mi-juin. Sachant que moi je pars en surf, je vais faire du surf la première semaine du mois de juin, donc là je ne vais pas forcément manger non plus diète ni boire que de l'eau, et donc voilà, mon challenge sera entrecoupé au milieu et ça sera plus compliqué, mais donc moi je n'ai jamais trop arrêté, ce qui fait qu'à l'heure actuelle j'avais commencé le 8 janvier à 81,7 kg, et que je suis à l'heure actuelle ce matin sur la pesée à 71,9, sachant que hier j'avais énormément de rendez-vous entre midi, j'ai juste pris de la protéine, j'ai pas mangé énormément à midi, j'ai mangé comme il fallait le soir, et ce qui fait que voilà, j'ai perdu 1,9 kg en 24 heures, c'est un peu biaisé, ça va remonter, sachant que ce soir je suis invité avec des copains et qu'on va pas forcément boire que de l'eau. Donc voilà, mon objectif. À l'heure actuelle, j'ai 71,9. J'ai commencé à 81,9 début janvier. Mon objectif, c'est 70 kg. Et après, c'est de stabiliser, de stabiliser aux alentours de 70 kg. Le jour où je voudrais faire du MMA en amateur, il faudra que je bascule sous les 66 kg. J'aurai 4 kg à perdre. Ça sera facile parce que je vais cutter fort pendant 2-3 semaines. Et j'y arriverai aux 66. Mais il faut que je sois en poids de forme à 70 kg. Voilà, ça c'est un peu mon délire du moment. C'est un peu mon focus du moment. J'ai comme à l'heure actuelle que je prends en complément alimentaire, je prends de l'oméga 3 parce que chez nous, dans l'est de la France, on n'a encore pas de soleil à l'heure actuelle. Je prends des vitamines, je prends du collagène, je prends du magnésium. J'ai acheté des comprimés de caféine énergie. Alors ça, les amis, pour toutes les personnes qui ont un coup de barre, qui n'aiment pas le café, qui ne boivent pas de café, c'est un comprimé équivalent à 7 tasses de café, 7 expresso. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. C'est plus puissant, c'est meilleur que du Guronzan et ça booste. Donc caféine énergie, j'ai acheté aussi. J'en prends pas pour l'instant, mais je sais que je vais en avoir besoin dans les semaines à venir parce que j'ai un gros mois de juin qui arrive et voilà. Donc voilà, et puis ma semaine elle est articulée aussi, il y a du sport, elle est articulée le lundi, quoi qu'il arrive, c'est Basic Fit, donc alternance de musculation et un petit peu de cardio. Je fais de moins en moins de cardio et de plus en plus de musculation parce que j'ai réintégré le foot depuis un mois. Le dernier podcast, je vous en avais parlé, je disais que j'allais jouer au foot le soir, et là j'ai repris le foot. Mon genou droit, suite à la ligamentoplastie, ne réagit pas forcément très très bien. J'ai de l'eau dans le genou, donc à la salle, je ne vais pas encore rajouter la course à pied, des choses comme ça. Le mardi, je fais du MMA depuis presque maintenant 2 mois, tous les mardis soirs. Alors ça, c'est très très bien. Mentalement, physiquement, tu deviens beaucoup plus humble. Le MMA te rend beaucoup plus humble. Tu peux avoir 37 ans, 38 ans, tu vas être en face d'un mec de 20 ans, il va te soulever comme si tu pesais 10 kilos. Donc top. Là, j'avais Baki qui s'est entraîné les 2 derniers mardis, donc c'était cool aussi d'avoir le top 5, le top 10 des combattants français dans ta salle. Alors, j'ai pas tourné avec lui parce qu'il est vraiment très 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 impressionnant. Il a vraiment un dos extrêmement impressionnant. Mais pour revenir sur Baki, donc j'ai un peu discuté avec lui, je l'écoutais quand il discutait avec les autres, je l'observais. Alors tout le monde le dit, mais c'est un truc de fou. Il a une maturité, il a une intelligence pour son âge, mais extrême. C'est vraiment beau à voir, et c'est pour ça que tu dis que ce mec-là y arrivera, parce que tu peux lui parler des réseaux sociaux, tu peux lui parler de la diète, tu peux lui parler des muscles, tu peux lui parler de la biochimie du corps, etc. Tu peux lui parler du MMA. Le mec, il est très très intéressé par tout ce qu'il fait. Du coup, il n'y a rien où il dit ça je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous. S'il y a un petit peu business, j'ai essayé de le brancher pour savoir ce qu'il faisait de son pognon, parce qu'il a un peu gagné du pognon. Et il a dit ça c'est mon frère qui s'en occupe, je m'en occupe pas. Je pense que là, il devrait s'intéresser aussi à ça et pas laisser tout gérer à son frère. Donc voilà, ouais, le mardi c'est MMA.
Le mercredi, généralement, je suis très très courbaturé du MMA, donc je fais du sport, je fais de la marche. Je vais marcher avec mes enfants, je fais du vélo si le temps le permet, et je fais beaucoup d'étirements le mercredi. J'essaye de vraiment de bouger, mais bouger souplement et sans traumatisme pour pouvoir être pour que voilà, les courbatures passent du mardi soir. Le jeudi, quoi qu'il arrive, je fais une séance de yoga en cours individuel, plus salle de sport si mon planning le permet. Donc voilà, le vendredi, je vais à la salle de sport, et là je fais 100% musculation, je fais rien d'autre, et j'intègre le foot depuis un mois le vendredi soir. Donc voilà. Si mon genou le permet, là j'en avais sauté un vendredi parce que mon genou était trop gonflé. Et samedi, dimanche, ça varie entre la moto, l'enduro, le foot ou la salle. Voilà. Ou le repos s'il faut, ou alors la marche, le vélo. Le vélo, souvent le dimanche quand il fait beau. Voilà. Donc tout ça pour arriver à un objectif de 70 kilos avant l'été, parce que je ne suis encore pas satisfait de mon ventre, en fait. Je ne suis encore pas satisfait de ma ceinture abdominale. Je ne suis encore pas satisfait de mes abdos. J'ai plus de fesses. J'ai perdu du cou, j'ai perdu des épaules, je ressemble un peu plus à un enfant. J'ai moins une tête de vieux, mais je continue encore cette perte de poids parce que ma ceinture abdominale n'est pas satisfaite pour moi. Voilà en ce qui concerne tout ce qui est nutrition, sport. Donc ça fait pas... On va dire que j'y accorde plus d'importance. Beaucoup plus d'importance à l'heure actuelle par rapport à ce que j'y accordais avant. Donc depuis janvier, j'ai vraiment pris conscience de ce que je mettais dans mon assiette. J'ai vraiment pris conscience que ma journée... avant, ma journée devait être productive au niveau travail. Elle devait être productive au niveau sport. Et après, elle était récompensée par une bière, par un kebab, par un resto, par... une soirée raclette. Ça pouvait commencer le jeudi soir, même le mercredi soir quand les enfants étaient là, soirée raclette, une soirée crêpe party par exemple. Et du coup, là, il y a un nouveau mindset dans mon cerveau et il y a toujours des phases dans la semaine où il y a cette, pour moi quand même, un peu une récompense de. J'aime manger gras, j'adore bouffer. Je suis un gros, hein, j'aime manger comme un gros, mais il y a ce plaisir différé qui est très très dur, c'est très très dur, c'est le plaisir différé, c'est souvent à 17h30, 18h, je suis là, je dis maintenant je boirais bien l'apéro. Et en fait, faut passer ce cap, tu manges, une fois que tu as mangé, tu n'as plus envie de boire l'apéro, c'est avant de manger. Donc c'est dur, mais c'est un état d'esprit à se mettre dans le cerveau. Et tous ceux qui disent que... les nouvelles habitudes, il faut 20, 30 jours, 15 jours, je ne sais plus, pour intégrer une nouvelle habitude, c'est faux. C'est en moyenne entre 250 et 300 jours pour mettre une nouvelle habitude. Donc, moi, je pars sur le principe qu'il faut, avoir un mindset et une hygiène de vie sur un an pour que ça devienne en mode vie de tous les jours et habitude. Donc voilà, je tiens bon. Là, par exemple, mon frère avait un anniversaire mercredi soir. J'aurais pu y aller et boire l'apéro. Et j'ai décalé à samedi soir, en fait. Donc, on se fait un truc samedi soir. Et, c'est parce que le samedi soir, c'est le soir où j'y ai le droit, entre guillemets, où je me le permets, où je me l'autorise, si vous voulez. Je voulais revenir aussi, en parlant des choses dures, difficiles, le foot, les amis. J'ai pu jouer au foot depuis octobre 2022. J'ai rejoué là en avril 2024. Donc, ça fait un bon bout de temps. Et le foot est aussi un sport qui est difficile. Très cardio, très très traumatique pour les jambes. C'est un sport qui n'est pas facile. J'ai plus mal aux jambes d'un match de foot que d'une séance de MMA avec, à tourner qu'avec des pros. Donc voilà. Vis ma vie de marchand de biens. On va parler du marchand de biens. Ça fait un mois qu'on n'a pas fait de podcast, donc il y a des choses à dire, il y a des choses à raconter. On a vendu du coup le dernier lot. On a encaissé. Ah ouais, putain, j'ai pas noté tout ça. J'en ai pas parlé dans le dernier podcast. On a tout vendu. Depuis le temps que je vous parle de cet immeuble de 3 lots à Saverne qu'on vend à la découpe, on a tout vendu. On a pris
environ 42 000 euros net d'argent sur cette opération-là, à 3. On est à 3, donc c'est pas fou. Ça a duré 14 mois à peu près, entre le moment où on a visité la première fois et le moment où on a tout vendu, 14-15 mois, on a pris 42 000 euros. On a fait une marge de 11%, donc quand tu regardes la marge, c'est pourri. C'est moyen en fait, c'est une OP qui est moyen. On a mis au total 110 000 euros d'apport sur le projet. J'en ai mis 80. Mon autre associé en a mis 30. Et le troisième n'a pas mis parce qu'il a mis dans un autre projet. Et voilà, c'est fait. On n'a pas eu besoin de trop transpirer physiquement. On a allé tondre, on s'est occupé des extérieurs de l'immeuble 2 fois, 3 fois. On a un peu nettoyé. On a délégué la peinture des communs. On n'a pas fait grand-chose. On n'a rien fait dans les appartements. Il y a eu beaucoup de travail de secrétariat, de choses comme ça, des coups de fil, du public relation à faire avec les agents immobiliers. Mais on n'a pas physiquement eu beaucoup de travail. On fait 11% de marge, ce qui n'est pas beau sur un bilan. Mais, il y a un mais, on fait 42 000 euros de résultats nets sur cette opération-là. Et ma foi, sachant qu'on est 3 associés et qu'on n'a pas besoin de cet argent-là pour vivre, 42 000 euros entre les avoir et pas les avoir, moi je préfère les avoir. Donc voilà, c'est toujours pareil, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Moi je décide de voir les 42 000 euros plutôt que les 11% de marge. Bien sûr, on peut faire mieux, bien sûr, on peut faire pire. Donc voilà, je reste persuadé qu'on rentre dans un ère maintenant, dans une ère où le marchand de biens va devenir extrêmement pas compliqué. Mais il y a 3-4 ans, on était dans un truc, les prix étaient... T'achetais, tu vendais, tu te faisais une plus-value, tu n'avais pas besoin d'être très très bon pour faire une plus-value latente, parce que tu étais vraiment dans un marché haussier et que tu achetais et ça montait et tu revendais après. Là, ça va épurer quand même un peu les marchands de biens. Et en fait, quand on regarde, c'est les ventes de formation sur le marchand de biens, les accompagnements sur le marchand de biens ont explosé au moment où tu pouvais vraiment faire de l'argent en marchand de biens. Les gens, ils ont senti le filon et aussi, il y a une multitude de ventes de formation sur ça. Donc là, maintenant, ça devient plus compliqué. On les voit un peu moins. Donc, je reste persuadé que moi, je vais continuer le marchand, mais je vais être très, très, très sélectif sur ce que j'achète parce qu'on a un horizon de temps de 24 mois, et on n'a pas un horizon de temps de 5, 7, 10 ans devant soi comme en locatif où tu pars sur un crédit sur 20 ans et que tu sais que si tu vends au bout de 7 ans, tu auras quand même remboursé une partie du capital via tes loyers et que quoi qu'il arrive, même si tu vends avec une moins-value, tu auras de l'argent. Là, en marchand de biens, c'est pas la même histoire. Donc voilà, pour Saverne. Pour Barberaz, à côté de Chambéry, donc c'est pour les personnes qui me suivent et qui ont déjà écouté, c'est un petit T2 qu'on a rénové intégralement. On avait déjà fait cette opération avec mon associé à Aix-les-Bains. Tout s'est toujours bien goupillé. On achetait, on rénovait, on vendait. Ça se vendait au bout de 3-4 semaines, 1 mois. On vendait des choses, des apparts qui étaient neufs et on prenait 15 000, 25 000 de plus-value. Des choses assez simples, assez rapides. Là, à Barberaz, donc à côté de Chambéry, ce n'est pas le secteur que mon associé connaît le mieux. Et je pense qu'on a surestimé le prix de vente. Et donc, on a dû revoir notre prix à la baisse. On a baissé le prix pour arriver à un prix de vente qui était inférieur à 30 000 euros en dessous de notre prix de revient. Donc on s'est posé il y a environ 1 mois et on a dit maintenant on va arrêter l'hémorragie. On a financé ce bien-là avec une levée de fonds. Donc on doit rembourser nos actionnaires. On va rembourser nos actionnaires via nos fonds propres. Donc on va diviser le prix qu'on nous a prêté par 3. On va rembourser nos actionnaires et là on l'a meublé. On a passé la commande la semaine dernière. On va le meubler entièrement et on va le louer en location courte durée. Donc j'ai dit à mon associé de gérer la femme de ménage et
de commencer à le meubler, etc. Donc on est passé par Easy Immobilier, on a pris le pack LCD. Encore une fois, je le dis et je le répète, Easy Immobilier, très 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 satisfait. Moi qui n'ai pas le temps, tu es livré, tu as une, deux, trois, quatre palettes devant chez toi le jour-là et tu as tout. Il n'y a pas j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Non, non, non. Tu mets tout dans ton panier, tu es livré, tu as tout. Tu te prends une journée ou deux pour monter tout et en 24-48 heures, ton appartement il est prêt à être loué en location courte durée. Donc ça, c'est super important et très satisfait de nouveau. On en avait pour 3500 € là à peu près. Donc très content. Donc on va le sortir de la vente et l'exploiter en location courte durée pour attendre des jours meilleurs et attendre la baisse des taux ou pas, ou le recommercialiser mais au prix qu'on avait prévu à la base et on sera moins pris par le temps parce que du coup on aura une rentrée d'argent. En fait, on aura une rentrée d'argent et on aura remboursé nos actionnaires et notre société détiendra un appartement payé. Hein. On n'aura pas d'intérêt, on n'aura rien, il y aura que des sources de revenus qui vont arriver. Ober-Hausbergen, c'est donc une ville à côté de Strasbourg. Là, c'est pareil, acheté, rénové entièrement. Ça mord pas. Il y a pas de visite. On a enlevé le bien du Bon Coin, on l'a remis, on a baissé le prix. On a changé d'agence, on a refait faire des photos, on a mis même nous une annonce à titre perso. Ça prend pas. Ça n'accroche pas, on n'a pas d'offre. Donc là, on se laisse aussi encore un petit bout de temps jusqu'à l'été. Et après, il faudra qu'on se pose parce que là, on a 2100 € d'intérêt par trimestre. Donc, comment dire ? Vous voyez les 42 000 € qu'on a gagnés sur l'immeuble, à mon avis, ils vont y passer. Donc si on fera le bilan sur une OP, sur 3 OP, un immeuble de 3 lots, 2 appartements, on sera flat, voire si on est bon, on sera juste flat. Et si on n'est pas bon, on devra mettre de l'argent au bout. Donc le marchand, pour résumer, vit ma vie de marchand, c'est la grosse même merde. C'est le mimi, c'est le rara, c'est la même merde en ce moment, pour ceux qui ont la ref. C'est compliqué. C'est compliqué. La chance qu'on a, c'est pas une chance, c'est moi qui ai travaillé. Mais on est sous compromis d'achat pour 3 lots. Ça aussi, je vous en ai parlé régulièrement. Toujours à Saverne, là où on avait l'immeuble de 3 lots. C'est quelque chose que je travaille au corps. C'est 3 appartements que je travaille au corps depuis 2019 qu'on va avoir sur une liquidation judiciaire. Et je pense que là, on va se refaire, entre guillemets. On devait payer cash, finalement. On va au financement parce que... parce qu'il va falloir qu'on rembourse notre actionnaire bientôt et du coup on n'avait pas le choix, donc on allait au financement. Au lieu de poser 100 000 €, on pose que 24 000 €, donc ça c'est cool aussi. Et j'attends et j'espère 100 000 € de résultats sur ces appartements-là. Donc voilà. Mais Ober-Hausbergen, je suis assez déçu. On a mis Orpi, Foncia sur le coup. Foncia, très très déçu. C'est eux qui nous l'ont vendu, donc on leur a donné mandat. Mais j'ai vraiment pas l'impression qu'ils se battent. Pour cet appartement-là. J'ai pas l'impression qu'ils se sortent les doigts du cul. J'ai pas l'impression qu'ils transpirent, qu'ils ont vraiment envie de vendre. Ils sont très attentifs, très beau, ça sonne pas beau, ça appelle pas. Mais sors-toi les doigts du cul. Téléphone, relance, bouge-toi le derche. Mais non. J'ai l'impression que ça veut pas. C'est mon impression de l'extérieur. Après, je sais pas, ça se trouve, ils bossent en interne, on voit pas tout. Mais je suis pas satisfait du tout. Du tout. Du coup, maintenant, en marchant de bien, mon focus sera quand même... Il faut que quand je signe un compromis ou que je fasse une offre, je sois sûr de moi 100% que je vais gagner du pognon. Que même s'il y a un retournement de marché, que même si les taux ont augmenté, que les gens ils sont... je sois sûr de moi et que je vais gagner de l'argent. Là où le problème entre Barberaz et Ober-Hausbergen, c'est qu'on est dans des montants entre 200 et 300. Et les gens qui font un crédit entre 200 et 300, c'est primo-accédant, investisseur, à Barberaz, investisseur, mais primo-accédant. Et ceux-là, en ce moment, avec les taux qui ont augmenté, ils ont
Ils n'ont plus cette capacité de pouvoir acheter des appartements à ce tarif-là. Ce qui me fait dire qu'à Saverne, les 3 lots qu'on achète, ça va être des lots, des ventes à moins de 100 000. Hein. Donc plus facilement vendables. Donc voilà, c'est ce que je regarde aussi maintenant. On apprend de ça. Hein. C'est ce que je regarde aussi, c'est si j'achète quelque chose, combien je l'achète, bien sûr, combien je vais le revendre, mais quel est le montant de revente. Si tu vends un truc à 1,3 million, tu ne touches pas la même clientèle. Si tu revends à 90 000, tu ne touches pas la même clientèle que 200 000. Et ceux qui sont touchés en ce moment, c'est ceux qui doivent acheter entre 200 et 300. Entre même 150 et 300. En dessous de 150, ils peuvent encore emprunter. Je vais répondre à la question pour les personnes qui m'écoutent sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes de podcast. Je suis en live aussi sur Instagram et Michael Bordas me pose une question. Ton analyse sur ça, plutôt le marché en baisse ou le secteur géographique plus difficile? Courage. Pour moi, le marché baisse. Mais les vendeurs, les personnes qui vendent comme moi et les autres, n'ont encore pas intégré la baisse. Moi, je l'ai intégré, mais je ne peux pas l'adapter parce que sinon, je vais perdre de l'argent. Mais la personne lambda qui vend sa maison, qui vend son appart, elle n'a encore pas intégré qu'en ce moment, le prix a baissé. Donc, il y a moins de ventes. C'est certain, il y a moins de ventes. Tu peux parler à tous les notaires. Ils ont une baisse de chiffre d'affaires en 2023 qu'ils n'avaient pas en 2022. Et il y a encore des agents immobiliers en plus qui estiment des biens à des tarots de 2022. Et les propriétaires ne sont pas prêts à baisser le prix. Et tout ça, ils peuvent aussi se le permettre parce qu'ils ont des mensualités qui leur permettent encore d'être remboursés via les taux bas. Ils ont des taux bas, donc ils n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt, donc ils ne sont pas très pressés. Donc ils ne sont pas enclins à baisser le prix aussi rapidement que ce qu'ils devraient. Mais ce qui fait qu'on a une stagnation des ventes et on a des biens qui ne descendent pas, ou on a des offres qui ne sont pas acceptées, etc. etc. Et ça me ramène à mon troisième vie ma vie. Et vie ma vie de sportif, vie ma vie de marchand, vie ma vie d'investisseur immobilier. Ma vie d'investisseur immobilier, je vous ai dit, au courant du mois de janvier-février, j'ai revisité fort et j'ai fait des offres massacrées. Et au final, rien n'est passé, bien sûr. Et je relance. Pardon. Je relance régulièrement. Je relance les agents immobiliers pour savoir où ça en est. Parce que il y a peut-être d'autres visites après la mienne. Il y a peut-être des offres qui sont 5, 3, 10% au-dessus de la mienne. Et moi, j'ai fait des offres massacrées, mais ce n'est pas ma dernière offre. Je suis prêt à monter encore. Donc, ma stratégie, c'est d'aller visiter des nouveaux biens, de refaire des offres, mais de continuer à téléphoner et à relancer ces agents immobiliers-là pour justement savoir ce qui se passe. Donc là, à l'heure actuelle, les réponses que j'ai, c'est non, rien n'a bougé, pas de visite. Donc pas de visite. Je dis alors, le propriétaire, il n'est pas prêt à entendre mon offre? Non, toujours pas, ok, bon. D'autres, ouais, il y a des visites, mais ils veulent faire des devis, etc. Donc là, je dis ok. Il y en a qui me disent, ouais, il y a eu des offres, mais aussi refusées. Donc là, je demande à combien est l'offre pour savoir si elle se rapproche de la mienne, savoir l'état, ça te permet de comprendre l'état d'esprit du vendeur. Et j'ai eu une réponse aussi, ouais, ça a été vendu. Ok, d'accord, Pareil Foncia, ça a été vendu, n'importe quoi. Je dis, ça n'a pas été vendu. Il y a une offre qui a été acceptée il y a 3 semaines, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que ça a été vendu. C'est encore pas fait, c'est vendu quand c'est signé. Et donc, elle m'a tout de suite répondu par SMS, ça a été vendu. Alors je dis, ah bon, combien et quand? Il y a une offre il y a 3 semaines qui a été acceptée, donc ça c'est pas vendu. Ça ne veut pas dire vendu, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est Foncia. Elle est nulle celle-là. Mais elle m'a quand même dit le prix, et ma foi, le mec, il a fait un prix pour un petit appart. Hein. Moi, j'avais affiché 42 000, j'ai fait une offre à 16. Et je crois que le mec a fait une offre à 22. Mais trop cher. C'est trop cher. Alors, vous avez aussi des profils d'investisseurs. C'est pour de l'investissement, le mec. Vous avez aussi des profils d'investisseurs plus âgés ou qui ont déjà des biens, qui sont revenus fonciers, qui ont des biens payés et qui ne cherchent pas forcément une rentabilité de 12-15%. Les mecs ont du cash, donc ils sont prêts à mettre de l'apport. Mais surtout, ce qu'ils recherchent, eux, c'est des travaux. Et ça, c'était un bien qui était vraiment pourri et qui rentrait vraiment dans des biens de déficit foncier.
Et des fois, tu as des mecs qui achètent, tu te dis, mais putain, mais où ils gagnent de l'argent? Mais si tu prends le global, de son investissement, le global de son patrimoine, et s'il est au revenu foncier, ça a du sens qu'il achète à ce prix-là, parce que ça le remet en déficit foncier sur l'ensemble de son parc. Il suffit qu'il ait un peu de cash, etc. C'est toujours mieux que de le laisser sur le compte bancaire. Donc ça peut être un profil comme ça, je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Donc voilà, pour l'instant, investisseur immobilier, pour l'instant, ça bouge pas trop. J'ai une opportunité, je travaille avec 2 notaires. Et donc j'ai la clerc de notaire d'une de mes notaires qui m'a appelé pour me dire que un de ses clients cédait une place de parking pour l'euro symbolique, qui se trouve être dans un parking souterrain où j'avais déjà 2 places de parking que j'ai vendues l'année dernière. Donc je sais combien je l'ai vendu, je sais combien je l'avais acheté en 2017. Et donc, bien sûr, j'ai accepté. Donc, j'ai rencontré c'est un héritage, un des fils, et donc c'est en cours. Donc, je vais l'acheter pour 1 euro symbolique et je pense le revendre entre 4 et 5 000 euros. À titre perso, bien sûr, parce que pas d'impôt sur la plus-value en dessous de 15 000 euros. Voilà, ça c'est le petit tips de la journée. Sinon, au niveau des news, je pars au surf avec les Gentlemen Investisseurs la première semaine du mois de juin. On va être à une vingtaine d'investisseurs immobiliers à Biscarrosse. Surf le matin, mindset, investissement immobilier, marchand de biens l'après-midi. Je serai au BIF le dernier week-end du mois de juin à Monaco. Pour les personnes à qui ça intéresse, il faut vous inscrire dans le Money Game. Je vous mets mon lien affilié bien sûr sous cet enregistrement, sous ce podcast. Je serai aussi à Cannes le jeudi d'avant pour une journée d'immersion avec tous les marchands de biens de l'incubateur marchand de biens de Green Bull Group, de Green Bull Campus. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse les marchands de biens, à cliquer. Si vous réservez encore maintenant, vous pourrez être présent à Cannes. C'est toute une journée, 9h, 18h, ensuite le soir 20h, jusqu'à pas d'heure. Donc n'hésitez pas. C'est à Cannes, ça sera cool. Je vous dis quand c'est exactement. Allez, pour être sûr, c'est le dernier mardi du mois de juin. Donc ça sera le mardi 25. Le mardi 25 juin à Cannes, juste avant le BIF. Pour les personnes qui sont dans ma société d'investissement, vous savez que j'ai 2 sociétés d'investissement, la société DCA1 et la société DCA2. La société DCA2 a fait ses 2 premiers investissements. Green Bull Group a fait une levée de fonds de 4 millions, on a investi dedans, on est actionnaire avec DCA2 de Green Bull Group et on a investi dans la MH36, donc c'est la Miami House 36 qui vient d'être mise en ligne et qui est finançable à l'heure actuelle. Donc 2 deals avec DCA2, MH36 aussi avec DCA1. Et voilà, c'est cool quand il y a des deals. Donc je vous rappelle le principe de DCA, on est plusieurs associés. On fait un virement tous les mois de 400 euros plus les frais. Et les frais qui consistent à me rémunérer. Et dès qu'il y a un deal de private equity, une levée de fonds, etc., que Green Bull Group et My Club Deal proposent, on investit dedans. On a un pacte d'associés, c'est régulé, on a un groupe WhatsApp où moi je communique dessus. Et donc là, c'est cool, on a fait maintenant 2 deals avec DCA2. Et avec DCA1, on est aux alentours d'une quinzaine de deals, déjà depuis presque 2 ans. Donc voilà, j'en avais parlé déjà dans plusieurs podcasts. Je ferme pas la porte à un DCA3. J'attends de justement être avec toute l'équipe Green Bull Campus, Green Bull Group, My Club Deal pour leur en parler, pour voir la faisabilité des choses. Donc si un jour ça vous intéresse, je prends déjà les numéros de téléphone des personnes intéressées et je les enregistre pour revenir vers eux le jour où ça sera mis en place. C'est surtout des questions pratiques et des questions, sachant que moi je suis toujours actionnaire des DCA. Donc si vous calculez, je fais un virement de 400 2 fois déjà. Donc là, j'en ferai à 3 fois. Donc j'investirai tous les mois 1200 euros dans des produits à risque. Pas de problème, je suis lancé, mais voilà.
Pour l'instant, j'y réfléchis encore et je décalerai pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera pas avant 2025 s'il y a une DCA 3 qui sort. Mon objectif aussi, moi, en crypto à l'heure actuelle, je suis assez attentiste. Je ne mets plus 1 euro depuis presque un mois. Tout ça parce que mon enveloppe prévue pour la crypto est vide. Je suis complètement investi sur l'enveloppe que j'avais prévue en crypto. Je DCA toujours en ETF via mon PEA. Mon objectif est de remplir mon PEA jusqu'à le maximum via des ETF Monde ou des ETF SP500. De temps en temps, un petit Visiomed ou d'autres choses un petit peu pour booster le truc. Je DCA aussi sur le livret vert de Green Bull. Sur eToro, vous avez le livret vert. Ce qu'on appelle le livret vert, c'est le livret Green Bull de Green Bull. Donc, c'est Yann Darwin plus encore Guillaume Monge qui gère un petit peu les achats-reventes de ce livret. Donc, je DCA 2 fois par mois. Premier lundi du mois et le troisième lundi du mois, aux alentours du 15, je DCA le même montant jusqu'à ce que le PEA soit plein et jusqu'à ce que j'ai plus de sous sur eToro. Ça, c'est un peu mon objectif, c'est du long terme, ça me stresse pas, voilà. Ce qui me stresse à l'heure actuelle, la seule chose qui me stresse, oui et non, c'est le marchand. Voilà, c'est le marchand et c'est tout. C'est tout. Le reste suit son cours. Et tu réalises quand même quand tu as des OP comme ça de marchand où tu vas probablement pas gagner d'argent ou perdre de l'argent que c'est plus risqué quand même. Locatif, si tu donnes un horizon de 5 ans, si tu fais les choses correctement, si tu es formé, 10 ans de mise en location, même si tu fais une moins-value, tu gagnes de l'argent. Tu auras de l'argent à la fin. Alors oui, je dis et je le répète, les règles d'une bonne affaire, c'est avoir du cash flow et de la plus-value latente. C'est pour te sécuriser et pour pouvoir enchaîner, pour prouver au banquier que tu n'as pas acheté de la merde. Mais en soi, si tu gardes 10 ans, même si tu n'as pas de plus-value, tu as de l'argent. Tu auras de l'argent à la fin. Et c'est toujours mieux que rien. Voilà les amis, si vous n'avez pas de questions au niveau de tu es en galère sur le marchand en ce moment, Thomas, je t'invite à réécouter le podcast depuis le début, j'en parle. En galère, oui et non. Ça fait un certain temps que j'ai des biens qui ne se vendent pas. Voilà, si on peut résumer ça, ça fait partie du marchand de biens. À moi d'acheter moins cher la prochaine fois. Mais être en galère, c'est un grand mot. Ça fait partie du marchand de biens. Donc je trouve des solutions. Là, on va le remettre en location et puis on va attendre des jours meilleurs. Si je voulais encore vous parler d'un truc, j'ai eu une sortie d'un de mes Airbnb il y a 2 semaines et ma femme de ménage m'a clairement dit m'a fait comprendre en tout cas gentiment, très très gentiment, que elle avait souvent l'impression que sur cet appartement-là, le mien, pas celui de ses autres clients, il y avait tout le temps des problèmes. Pourtant, j'envoie un message automatique le matin de la sortie qui doivent ranger, vider les poubelles, faire tourner la machine à laver, machine de linge, etc. etc. Et il s'avère qu'apparemment, selon ses dires, c'est toujours chez moi. Donc elle m'a dit que ça allait être compliqué de continuer. J'ai dit ok, ça marche. Écoutez, soit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Donc j'ai laissé passer 24 heures, je lui ai demandé, j'ai dit bon, donc vous arrêtez, il faut que je trouve une nouvelle femme de ménage. Et elle m'a dit non, que finalement elle voudrait revoir sa grille tarifaire. Je l'ai payé 40 € hors taxe. Et elle passe à 60 € hors taxe. Donc j'avais plusieurs choix. Soit m'énerver et lui dire tu me prends pour un ricain, t'es ouf ou quoi, je vais trouver quelqu'un d'autre. Soit ça fait quand même 3 ans que je travaille avec elle. Quand il y a eu des urgences, des choses comme ça, elle habite proche de l'appartement, elle y est allée. Soit d'accepter, soit de négocier. Et désolé, mais dans la location courte durée, le plus chiant, le plus dur, c'est le ménage, la gestion de femme de ménage, la gestion aussi des locataires qui comprennent rien. Mais je veux dire, le métier de femme de ménage dans la location courte durée, c'est quand même un métier assez pénible. Il faut aller travailler le dimanche, les Noëls, les jours fériés. Surtout quand on est à Strasbourg, Noël, c'est Noël, quoi. Et du coup, dans un premier temps, j'ai dit je vais rebasculer en location à l'année. Et là, je commence à me dire, mais... parce qu'en plus, si j'ai une augmentation du prix de l'énergie, j'ai du chauffage au sol électrique, donc vous imaginez bien que
ça a gonflé aussi. Je me suis dit, est-ce que je gagne encore beaucoup d'argent? Donc là, je vais faire le bilan financier de cet appartement-là, en incluant maintenant la hausse de prix du ménage. Et je prendrai une décision sur ce que je fais, si je le bascule en location longue durée ou si je le laisse encore en location courte durée, quitte à moins gagner de l'argent, voire ne plus gagner de l'argent. Mais si je gagnerai toujours de l'argent, c'est sûr, surtout à Strasbourg. Donc voilà, c'est un peu un truc où ça te mine le moral, mais ça dure 24 heures et après, tu passes à autre chose. Voilà, ça m'a un peu saoulé. Comme je vous raconte, pendant tout mon mois passé, c'est ce qui m'a un peu saoulé, c'est ça. Ça fait partie de la location courte durée. Tu peux pas avoir le rendement et pas les emmerdes qui vont avec. Les deux sont corrélés. Donc voilà les amis, pour ce podcast qui fut, je crois, court. Mais écoute, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Je vous dis à plus, ciao ciao.